Si je vous dis de penser à une Royal Oak, la première forme qui devrait se dessiner de manière assez nette dans votre esprit, c'est cette forme-ci. Une forme avec un octogone en extérieur et un cercle en intérieur. L'octogone, c'est probablement la forme qui définit le plus une Audemars Piguet. Quand on a cette image en tête, c'est le premier modèle auquel on pense. Et c'est autour de ce point précis que j'aimerais vous proposer une sélection aujourd'hui, puisque malheureusement, très souvent, quand on tombe sur des vidéos qui présentent des alternatives, c'est surtout des montres qui vont s'inscrire dans cette dynamique des montres sport chic des années 70, mais qui ne vont pas vraiment reprendre l'essence de la Audemars Piguet, de la Royal Oak, et c'est vraiment ce critère-là, cette lunette de forme, que j'ai mis en avant dans ma sélection. Aujourd'hui, on va voir 10 montres, alors exactement 10 montres et demi, c'est un peu particulier, mais vous allez comprendre. On sera dans une fourchette qui va aller d'un peu plus de 100 € jusqu'à un peu moins de 15 000 €, comme ça on en a à peu près pour tous les budgets et toutes les qualités, et surtout, on ne parlera pas de G-Shock. Petite parenthèse, juste pour vous dire que je suis en train de préparer un nouvel épisode historique sur une manufacture, alors je pense lancer une série qui s'appellerait Les maisons disparues, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, on en reparlera très bientôt, et maintenant, place à la vidéo. C'est une révolution dans le monde de l'horlogerie. Notre premier modèle reprend directement cette lunette octogonale, donc pour le coup, on est bien dans les codes que l'on recherche. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous présenter Casio? Je ne pense pas. Casio est une entreprise, pas réellement une manufacture à mon sens, qui a fait ses preuves depuis bien longtemps, on sait ce que vaut Casio. D'un point de vue strictement horloger, cette montre, un petit peu comme toutes les montres Casio finalement, elle a rien d'extraordinaire. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est plus le look que la mécanique. Premièrement, on a effectivement donc un mouvement à quartz, on a un guichet de date à 3 heures, alors retenez bien cette mention, puisque même si dans la vidéo précédente, j'ai dit que le guichet de date à 3 heures c'était un grand classique, chez Audemars Piguet c'est presque une norme. On retrouve sur un boîtier tonneau en acier brossé 4 vis, alors qu'ils ne sont pas directement sur la lunette comme Audemars Piguet. Là pour le coup elles sont sur le boîtier, alors ça donne un petit style à la montre, ça renforce un petit peu le côté sport, c'est sympa. On a un cadran soleillé, alors pour ma part là j'ai choisi le modèle noir, mais vous avez différents coloris et même vous avez le fameux Tiffany Blue. Pour ma part je trouve que ça lui donne un petit style intéressant. Et enfin assez étonnamment pour ce prix là qui est de 129 €, on a un vert saphir et une boucle déployante. Donc en soi Casio, même si d'un point de vue horloger c'est pas toujours hyper intéressant, là simplement d'un point de vue esthétique, d'un point de vue du style de la montre, on a à peu près tous les codes qui reviennent et pour ce prix là on peut pas vraiment en demander plus. La marque Kelton, pour ma part, j'en possède une, alors pas ce modèle-là spécifiquement, mais une montre un peu vintage, alors qui a pas mal vieilli aujourd'hui, effectivement, la fiabilité est plus trop ce qu'elle était, mais aujourd'hui, Kelton ressort de plus en plus des modèles historiques, et surtout, Kelton, même si ça sonne un petit peu américain, c'est une marque française, à l'inspiration américaine puisqu'elle fait partie du groupe Timex, mais à la base, c'est français. Premièrement, on retrouve effectivement notre guichet de date à 3 heures, mais en plus de ça, on a le jour, et pour ma part, même si ça rentre pas exactement dans les codes de la Royal Oak, c'est un petit plus que j'apprécie. À nouveau, on retrouve un boîtier de forme tonneau en acier inoxydable brossé et on a un cadran que j'apprécie tout particulièrement puisqu'on a des petits dessins, si on peut appeler ça comme ça de manière un peu naïve, sur le cadran. Premièrement, on a un réticule, donc c'est cette fameuse croix verticale qui va de 12h à 6h et de 9h à 3h. En bas à gauche, on a un double octogone pour rappeler évidemment la lunette, comme si c'était pas assez évident. Et à droite, on a deux petites vagues assez subtiles pour évidemment symboliser l'étanchéité de la montre qui, comme c'est marqué également, est de 10 ATM. Cette montre, comme quelques-unes de la sélection d'aujourd'hui, est une réédition d'un modèle des années 70, comme si on s'y attendait pas. Et pendant mes recherches, je suis tombé sur un article qui parlait de la forme octogonale dans le milieu horloger, dont j'aimerais vous faire part puisque la réflexion est plutôt intéressante. Le succès de l'octogone est dû au fait que lorsque l'on combine les deux formes de montre les plus répandues, cercle et rectangle, on obtient, en suivant le plus fidèlement possible les contours du cercle et en traçant un nombre minimum de côtés, un octogone. L'octogone est ainsi une forme née de l'association de deux formes élémentaires et en un sens, elle incarne l'idée du futur. Les montres avec un style néo-vintage sont parfois, voire même assez souvent, liées au futur, très souvent dans les films, dans la culture pop, etc. Donc pour le coup, je trouve que ça rend assez bien hommage à la forme octogonale dans l'horlogerie. Enfin, pour les cadrans, il existe plusieurs versions. Pour ma part, je vous ai montré le modèle noir, mais il existe un modèle crème que j'aime particulièrement. Contrairement à la Casio, sur notre Kelton, on a des aiguilles luminovesques, pas les index malheureusement. Quand on retourne notre montre, quand on regarde le fond de boîte, on retrouve bien évidemment l'octogone et surtout très important, on a la mention conçue et assemblée en France. Ça ne veut pas dire que tout est fait en France, la plupart du temps les éléments sont importés de pays étrangers, Chine, Japon, etc. Mais la montre en elle-même, son design et surtout l'assemblage de la montre, l'assemblage des composants, c'est fait en France et ça a le mérite d'être mentionné.
Sur ma chaîne, et avec les 2 premières vidéos, j'essaye vraiment de vous faire comprendre ça, j'ai envie de vous faire découvrir de nouveaux modèles, d'aller au-delà de ce que l'on voit d'habitude. Malheureusement, pour ce modèle-là, c'est un petit peu du vu et revu, mais la montre s'inscrit quand même plutôt bien dans le concept de la vidéo. On va parler de D1 Milano. Alors D1 Milano, on va être tout à fait clair là-dessus, pour ma part, c'est pas une manufacture, alors même une manufacture, une marque que j'affectionne plus que ça, parce que effectivement, elle reprend le design des montres des années 70 avec le côté sport chic, tout ça, mais le côté noblesse horlogère, on n'est pas vraiment dedans, donc pour ma part, c'est l'une des montres que j'affectionne le moins de toute la sélection. D1 Milano est une marque assez jeune, italienne, qui a été créée en 2013, et quoi qu'on en dise, que l'on apprécie ou pas, la D1 Milano automatique bracelet reprend quand même assez fidèlement les codes que l'on recherche. On a notre fameux guichet date à 3 heures, notre boîtier tonneau en acier 316L cette fois-ci, un bracelet à boucle déployante et un fond de boîte transparent vert saphir au travers duquel on pourra observer le calibre Miyota 9015. À nouveau cette fois-ci, je vous ai sélectionné le cadran noir puisque le cadran noir soleillé est assez élégant je trouve et ça s'inscrit bien dans le design qu'on le recherche, mais bien évidemment, selon vos goûts, vous aurez différents cadrans à votre disponibilité. Chez Audemars Piguet, si la lunette est octogonale, la couronne elle est hexagonale, alors que là, avec D1 Milano, les deux sont octogonales. Je pense que cette marque, si vous n'êtes pas trop regardant sur la qualité d'un point de vue horloger, si vous avez plus tendance à privilégier le design pour un tarif plutôt abordable, je pense que D1 Milano est un bon compromis, sachant que ce design-là particulièrement, c'est la base d'à peu près tous leurs produits, donc si c'est vraiment cette esthétique-là que vous recherchez, en fouillant un peu, vous allez forcément trouver un modèle qui va vous plaire plus que d'autres. Dans la sélection, il y a des montres qui sont encore au catalogue des marques, qui sont encore achetables en boutique en ligne particulièrement, et il y en a d'autres qui ne le sont plus, et c'est le cas par exemple de la Michel Herbelin Odyssée. Alors Michel Herbelin, qui aujourd'hui ne s'appelle plus que Herbelin, est une manufacture française, et le modèle d'aujourd'hui est sorti en 2015. Pour le coup, je ne pense pas avoir besoin de vous préciser pourquoi je l'ai choisi. Sur cette montre, la lunette n'est pas octogonale mais décagonale, donc c'est-à-dire avec 10 côtés, et on retrouve nos vis apparentes sur la lunette cette fois-ci, où on en a effectivement à nouveau 10. Contrairement à la Royal Oak où le sillon des vis va être parallèle au cadran, là pour le coup pour notre Michel Herbelin, les vis sont perpendiculaires au cadran, mais ça donne un style. Cette montre existe à quartz ou en automatique, comme je vous l'ai dit, elle n'est plus disponible en boutique en ligne, mais vous pouvez très probablement la retrouver chez un détaillant ou sur le marché gris de l'horlogerie. On a un bracelet à boucle déployante papillon, donc c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir des deux côtés, et ça pour le coup c'est plutôt intéressant. On n'a pas notre guichet date à 3 heures mais à 6 heures cette fois-ci, et à nouveau un cadran soleillé noir pour l'exemple que j'ai choisi, qui est toujours aussi élégant. On a du Luminova sur les index et sur les aiguilles. En fonction du mouvement que vous avez, particulièrement pour le mouvement automatique, vous avez un fond de boîte transparent où vous allez pouvoir effectivement observer le calibre automatique, mais je préfère vous le dire, elle est plus facile à trouver à quartz qu'en automatique. Alors au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait 10 montres et demie, alors c'est vrai, mais c'est un peu particulier puisque pendant mes recherches, je suis tombé sur une autre Michel Herbelin Odyssée, particulièrement à chronographe la plupart du temps, qui elle, pour le coup, je crois que de toute la sélection, est probablement la montre la plus ressemblante avec la Royal Oak, mais bizarrement c'est la montre sur laquelle j'ai le moins d'informations parce que pour le coup je suis vraiment tombé sur très peu de photos, très peu de sites qui la proposent ou qui en parlent. Donc pour le coup, si vous avez des informations en commentaire ou si vous avez cette montre, n'hésitez pas à me donner des spécifications en plus en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Vous avez autant une version chronographe qu'une version épurée que vous allez à nouveau beaucoup plus retrouver à quartz qu'en automatique, mais par exemple je suis tombé sur ce modèle là en couleur bronze que je trouve absolument sublime et que je préfère même à la version plus épurée. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en horlogerie, qui vont un peu plus loin que ce que l'on voit d'habitude, quand je vous dis alternative à la Royal Oak, l'un des premiers modèles qui doit vous venir en tête, c'est celui-ci, la Nivada F77. Pour ma part, d'un point de vue simplement accessibilité, puisque vous pouvez la trouver à peu près partout et surtout directement la commander sur le site de Nivada, c'est l'alternative la plus fidèle et surtout l'une des plus belles. Alors Nivada Grenchen, je l'avais cité quand je vous ai présenté ma montre Delbana, qui était une marque disparue mais qui a été relancée par Guillaume Lédé, qui est un peu un entrepreneur qui relance des marques comme ça, qui a été relancé donc en 2019 et qui a relancé son modèle F77 en 2023, puisque oui, c'est un modèle encore une fois historique qui date, je vous le donne en mille, de 1977, exactement. Yeah.
On a donc effectivement la lunette octogonale avec les vis apparentes et cette fois-ci effectivement les vis sont parallèles au cadran. On a le guichet date à 3 heures, c'est important quand on veut faire un modèle fidèle. On a du Luminova sur les index et sur les aiguilles et on a un cadran tressé qui n'est pas sans rappeler le motif petite tapisserie de la Royal Oak. C'est un petit peu différent mais ça donne une texture très particulière et que je trouve très esthétique. Bien évidemment vous avez d'autres coloris mais vous avez aussi d'autres matières de cadran, du lapis lazuli, de l'aventurine, etc. Et de manière générale, Nivada est vraiment une marque à aller découvrir puisqu'il y a énormément de modèles qui sortent un petit peu de ce que l'on a l'habitude de voir. C'est hyper intéressant, surtout quand on aime les designs un peu vintage. Dietrich, pour ma part, c'est une marque, j'ai l'impression, qui n'est pas si connue que ça du grand public. Alors ça peut s'expliquer par le fait que c'est des montres très particulières. Celle-ci, c'est un peu la plus sobre dans l'histoire, mais on a des choses qui sont quand même assez particulières, un peu alien, un peu science-fiction, tout ça. Et même celle-ci, même si elle est plus sobre, elle s'inscrit un peu dans cette dynamique. Et si pour la Royal Oak, la forme qui prime, c'est octogonal, là, pour cette montre, la forme qui prime, c'est surtout l'hexagone. Premièrement, on a la lunette, le boîtier et la couronne en acier 316L, tous les trois hexagonales, comme ça, il n'y a pas de surprise. On a un bracelet également en acier 316L avec boucle déployante papillon. On retrouve effectivement, encore une fois, les formes hexagonales, mais avec une grosse différence entre l'intérieur et l'extérieur, puisque à l'intérieur, on va avoir des maillons qui sont polis et arrondis, et à l'extérieur, on va avoir des maillons qui sont plus brossés et lisses. Donc vous allez vraiment avoir une disparité esthétique de ce côté-là, mais je pense que le bracelet est très confortable. Sur notre lunette, on retrouve 8 vis apparentes, on a notre guichet date à 3 heures, et on a un cadran très futuriste avec un hexagone alvéolé au centre, qui pour la marque Dietrich est appelé champ de prisme hexagonal, ça fait un peu spirituel. Et enfin, contrairement à toutes les autres montres, on a deux Luminova différents sur les index et sur les aiguilles. Les aiguilles vont être d'un Luminova vert, alors que les index vont être en Luminova bleu, et je trouve que ça crée une différence de couleur qui est assez intéressante, et surtout ça permet de bien différencier les deux, ce qui facilite la lecture de l'heure dans la nuit. Et comme je vous l'ai dit, Dietrich ou Dietrich, j'ai un petit doute sur la prononciation, n'est pas très connu chez nous, en tout cas c'est l'impression que j'ai. Ce n'est pas la seule montre avec cette caractéristique entre guillemets, la dernière aussi n'est pas hyper connue chez nous, mais ça n'empêche pas justement d'aller découvrir de nouvelles choses. Baume & Mercier, marque connue s'il en est, mais un peu sous-cotée à mon goût, et pour le coup, on va parler d'un des modèles phares de la manufacture, qui est le modèle Riviera. Là où Michel Herbelin avait une lunette décagonale, chez Baume & Mercier, on a une lunette dodécagonale, c'est-à-dire avec 12 côtés. Et on pourrait se dire, ok, il y a 12 côtés, donc il y a 12 vis. Alors 12 vis, c'est peut-être un peu trop, 4 ça suffit très largement, et ça donne une esthétique à la montre que j'aime beaucoup. La lunette dodécagonale est une référence directe au fait qu'il y ait 12 heures sur un cadran, et ce cadran, parlons-en, on a premièrement le guichet date à 3 heures, encore une fois le grand classique, et on a surtout un motif très particulier. Sur le cadran, on a des genres de petits pics, des genres de petites flèches, qui sont en fait le symbole de la rencontre entre mer et montagne, qui fait écho à l'art de vivre de la French Riviera, d'où le nom évidemment, et qui particulièrement est un symbole de liberté. Bref, on a un fond de l'histoire qui est quand même plutôt intéressant. Ce motif-là cependant n'était pas présent sur le modèle originel, puisque à nouveau c'est un modèle réédité de l'année 73, encore une fois les années 70, fallait pas s'attendre à autre chose, et pour ce modèle, on a une couronne que j'affectionne particulièrement, puisqu'on a une couronne octogonale à 2 niveaux, c'est-à-dire que vous avez 2 octogones avec un petit creux au milieu, ce qui donne une meilleure prise en main pour la couronne, et surtout une esthétique très intéressante. Et enfin, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, vous avez du vert saphir, et à l'arrière vous pourrez admirer le calibre à masse oscillante décoré de côte de Genève, avec évidemment le nom de Baume & Mercier gravé dessus. Inutile de vous préciser que cette montre existe encore une fois sous plein de déclinaisons, que ce soit pour un modèle très sobre qui reprend les codes de la Royal Oak, ou pour des choses un peu plus sportives ou un peu plus décontractées, c'est encore une marque que je vous invite à aller découvrir un peu plus en profondeur. Et oui, même Cartier a sa version octogonale, alors au même titre que la Michel Herbelin, celle-ci n'est plus disponible au catalogue ou achetable en boutique directement, en boutique en ligne particulièrement, pour la bonne et simple raison que c'est déjà un modèle des années 90. Donc aujourd'hui, c'est un modèle qui a plus de 30 ans. Pour cette montre, la configuration la plus habituelle, c'est d'avoir le bracelet, le boîtier et les vis de la lunette en acier, et d'avoir les vis du bracelet et la lunette en or jaune 18 carats. Est-ce que j'ai réellement besoin de présenter la manufacture légendaire qu'est Cartier? Je ne pense pas.
Sur cette montre, on a vraiment une Cartier dans son jus, c'est-à-dire qu'on a tous les codes, la couronne avec le saphir bleu, les aiguilles bleuies, la minuterie chemin de fer, les index en chiffres romains, bref, on a tous les codes Cartier, mais effectivement avec un côté sport chic en plus. Au même titre également que la Michel Herbelin, c'est une montre infiniment plus facile à trouver en quartz qu'en automatique, et surtout cette montre, elle est assez fine. C'est exclusivement à la base un modèle féminin, ça va très rarement au-delà de 30 mm, en tout cas j'en ai vu que très peu, sinon on se situe entre 24 et 30 mm de largeur pour le boîtier, donc on est vraiment dans quelque chose d'assez fin et féminin. Vous avez un bracelet à boucle déployante, vous avez bien évidemment tout un tas de déclinaisons qui ont été faites sur 30 ans, en même temps il y a eu le temps de faire pas mal de modèles, et comme je vous l'ai dit, avec cette montre là, vous avez un équilibre entre le chic de Cartier et le côté sportif d'Audemars Piguet. Et j'ai presque oublié de le mentionner, mais on a évidemment le guichet de date à 3 heures. On arrive sur les deux dernières montres de cette sélection, donc là on est vraiment dans le haut du panier en termes de prix, on est entre 10 et 15 000 euros, mais pour le coup il y a vraiment des raisons qui justifient tout ça. Girard-Perregaux, manufacture ô combien noble, qui a plus de 230 années d'existence il me semble, et le modèle Laureato va fêter ses 50 ans cette année, en 2025, puisque c'est un modèle qui a connu alors beaucoup d'évolutions depuis sa création, mais qui initialement a été présenté pour la première fois en 1975. Comme on peut s'en douter, évidemment elle est très fortement inspirée des designs de l'époque, mais à la différence de beaucoup de manufactures comme IWC, Patek Philippe, Audemars Piguet, et au même titre que Rolex avec sa Oyster Quartz, Girard-Perregaux a fait le choix de s'orienter vers la modernité, puisque je vous le rappelle, dans les années 70, le quartz vient juste d'être découvert, ou du moins les mouvements à quartz viennent juste de faire leur arrivée, et donc c'est un choix à prendre à ce moment-là pour les manufactures. La Laureato, aujourd'hui, il existe une infinité de modèles, dont un modèle que je trouve fou, qui est la modèle 3 ponts ou sous 3 ponts, quelque chose comme ça, modèle à tourbillon. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, puisque celle qui nous intéresse, c'est la référence la plus commune, la plus classique de 2016, la référence 81 000. Montre qui quand même se suffit à elle-même dans sa simplicité, dans sa sobriété, puisque pour le coup, on a également une montre qui se rapproche très fortement, au niveau des codes qu'elle reprend, de la Royal Oak. On a une lunette en deux parties, avec une partie octogonale qui va reposer sur un disque plat, que je trouve très esthétique, même si je pense qu'elles font partie d'un seul et même bloc. Encore une fois, on a le guichet de date à 3 heures et un bracelet à boucle déployante, et surtout, très important, on a ce cadran. Ce cadran, alors qui n'est pas au motif petite tapisserie, mais qui est à motif clou de Paris. Mais évidemment, on sent l'inspiration. Pour une montre digne de ce nom, on s'y attendait évidemment. Les index et les aiguilles sont luminovesques, c'est quand même la moindre des choses. Et avec la Nivada F77 et un petit peu la Michel Herbelin, dont j'ai pas trop d'informations, effectivement, ça fait partie des modèles qui reprennent le plus fidèlement les codes d'Audemars Piguet. Si on avait des vis apparentes sur la lunette, je pense vraiment qu'elle aurait la place numéro 1 dans le classement. Au niveau du fond de boîte transparent, on va pouvoir admirer un sublime calibre manufacturé GP01800, donc vraiment développé par Girard-Perregaux, d'où le GP, et comme pour d'autres manufactures dont je vous ai parlé dans cette vidéo, Girard-Perregaux, et peut-être même plus que les autres, est vraiment une marque à aller découvrir, puisqu'on est dans la très haute horlogerie, et à mon sens, c'est une manufacture qui n'est pas assez reconnue pour ce qu'elle fait. Et en plus, sur leur site, la plupart des modèles sont en 3D, donc c'est cool. En voyant la montre, vous pourriez vous dire que c'est peut-être un peu dommage qu'elle passe après la Laureato, puisqu'elle reprend quand même un peu moins fidèlement les codes de la Audemars Piguet, puisqu'on a une lunette et un boîtier hexagonal, comme la Dietrich, sauf que cette montre-là, par rapport à toutes les autres de la sélection, elle a un petit truc en plus, elle a été dessinée de la main du maître, Gérald Ginta. C'est pour ça qu'elle est en dernière. Credor, c'est une marque qui est complètement, j'ai l'impression, passée sous les radars de notre côté, en Europe, alors que pourtant c'est la version très grand luxe de Seiko, encore plus que grand Seiko, alors que, encore une fois, ils ont un modèle dessiné par Gérald Ginta lui-même, c'est quand même pas rien. Globalement, si je devais résumer cette montre-là, c'est une Audemars Piguet hexagonale. On a le bracelet intégré qui ressemble très fortement au bracelet de la Royal Oak, on a les vis apparentes, on a le guichet de date à 3 heures, dans les index et les aiguilles, on a la même esthétique que la Royal Oak ou même que la Nautilus de Patek Philippe. Pour cette montre-là, on est équipé d'un titane haute intensité, c'est-à-dire que c'est aussi léger que le titane pur, et c'est surtout 2 fois plus résistant que l'acier inoxydable, c'est vous dire à quel point c'est du solide. La couronne se trouve à 4 heures, chose assez particulière, mais je pense que pour un côté esthétique, c'est plus intéressant. On a un fond de boîte plein, que je trouve dommage puisque
on a quand même un calibre à l'intérieur qui est absolument magnifique. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de pouvoir l'admirer. Et on a un cadran soleillé en relief qui est un petit peu différent du modèle historique, puisqu'actuellement il existe deux types de Credor locomotives. Vous avez la version historique, dessinée par Gérald Junta, et une version plus moderne, rééditée seulement à 300 pièces pour célébrer les 50 ans de la marque. L'original était un peu plus clair, vous aviez la mention Credor Seiko sur le cadran, et surtout le cadran en lui-même donnait une impression de roche que je trouve absolument sublime, et c'est vraiment dommage de ne pas avoir remis ce même cadran sur la réédition. Oui, petite interruption, excusez-moi, c'est le Hugo du montage. Je me suis rendu compte que pendant le montage de cette vidéo, Credor avait annoncé une nouvelle montre locomotive, alors qui ressemble évidemment au modèle initial, mais c'est surtout le cadran qui change. Cette nouvelle version présente un cadran vert inspiré du feu de signalisation vert des systèmes ferroviaires, symbolisant évidemment la locomotive qui fait progresser la marque Credor. Sur le cadran, on retrouve donc plein de petits hexagones avec différentes couleurs, et surtout chaque petit hexagone intègre un motif rayé qui de l'un à l'autre va aller dans différentes directions, ce qui du coup va créer à la lumière un effet de couleur qui scintille du plus bel effet. Bref, autrement dit, c'est une Royal Oak hexagonale, dessinée par la main du maître, donc si vous voulez vous rapprocher au mieux d'une alternative vraiment fidèle à l'esprit initial de la Royal Oak, je pense que là, c'est le meilleur choix à faire, en admettant que vous ayez un peu plus de 13 000 € à mettre dedans. Il y a peut-être des modèles dont je n'ai pas parlé, que j'ai omis durant mes recherches, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je prends toutes les précisions, toutes les informations supplémentaires comme toujours. Comme je vous l'ai dit au début, le but c'était vraiment d'avoir des vraies alternatives fidèles à la Royal Oak d'Audemars Piguet et pas juste des montres sport chic des années 70. J'espère que toute cette sélection vous aura plu. J'avoue que je serais assez curieux de savoir laquelle vous auriez prise vous de votre côté. Moi j'ai quand même un faible, malgré le peu d'informations, pour la Michel Herbelin octogonale. Sinon je pense que je me serais vraisemblablement tourné vers la F77 de Nevada. À nouveau, comme je vous l'ai dit, je suis en train de préparer une vidéo historique, laissez-moi un petit peu de temps parce que ça me demande quand même beaucoup plus de travail, et sinon on se retrouvera dans une prochaine vidéo de la couronne. Je vous fais des bisous, et à plus.